20 août 2024, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'actualité en débat de ce jour. Nous sommes le mardi, comme je l'ai dit, mardi 20 août 2024. Deux invités sur ce plateau aujourd'hui pour débattre de l'actualité sociopolitique dans notre pays. Abel Zendodi, le patron de Gakogwe.tg, et Stan Asiato, journaliste à l'Opinion TG, vont débattre avec moi de l'actualité socio-politique dans notre pays. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour E47 et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Abel, bonjour. Bonjour, bonjour Anita, bonjour à tous ceux qui sont câblés. Alors, divorce non consommé, je l'annonce en même temps. Eh bien, plusieurs sujets seront débattus sur ce plateau aujourd'hui. Nous parlerons d'un fait de société avec le phénomène de téléphone au volant et au guidon. On parlera du feuilleton qui se déroule actuellement au sein du parti politique Le Net et nous allons faire la une des différents journaux. On va débattre d'un titre de Stan Asiato, un titre qu'il a posté sur le site d'information Togo Post. Et puis on revient avec Abel sur le tournoi Fraternité Ghetto, le nom qui me fait sourire souvent, de la fondation Fadi. On va terminer avec le sport, toujours avec le Togo qui a un nouveau sélectionneur qui a signé son contrat il y a quelques jours. Eh bien, nous débutons avec le premier sujet, ce fait de société, le téléphone au volant et au guidon. Un phénomène à la mode où on retrouve des individus maintenant à moto et à vélo. Cette fois-ci pas avec le téléphone à l'oreille, mais le téléphone dans la main, en train d'écrire des messages. Ma première question est pour vous, Abel. Qu'est-ce qui nous empêche de serrer un peu, écrire le message et partir? J'ai vu un fait la dernière fois, mon neveu de 4 ans, c'est lui qui m'a fait signe, il me demandait si le monsieur mettait le téléphone dans sa poche et attrapait le guidon de la moto avec les deux mains. Je lui ai dit de laisser tomber, que ce que le monsieur a fait n'est pas bon, mais que le guidon se tient avec deux mains. Imaginez un enfant de 4 ans qui pose ce genre de questions. Un responsable qui avait son téléphone à main, il tient le guidon de la moto avec une seule main et écrivait un message. Bon, je dirais tout simplement que oui, en pleine ville, même si c'est dans la campagne et tout, c'est pas conseillé, c'est pas normal, c'est pas réglementaire tout simplement. Et donc le petit, je dirais qu'il a bien vu, il a éveillé et son éveil lui permet quand même de voir ce que peut-être ce papa n'avait pas compris. Et vous savez que la route est régie par des lois, des règles, des codes, et donc le code de la route doit être respecté. Vous savez que chez nous, au Togo et en Afrique, dans plusieurs pays, rien ne nous manque à part l'organisation et le respect des règles. On a presque tout. Si on fait quand même le tour de certains pays, si on suit quand même dérouler donc voilà, des événements qui se produisent partout dans le monde entier, dans plusieurs pays, on se dit quand même qu'au Togo, on fait mieux. Et donc, si on est un peu organisé, on s'organise mieux dans plusieurs secteurs, je dirais que nous allons quand même vivre aisément et posément. Qu'est-ce que je voudrais dire en parlant de l'organisation? Vous savez que la route, comme je l'ai dit tantôt, il y a quand même des règles, il y a des traits, il y a des panneaux. Maintenant, ces panneaux sont à respecter. Et donc, si chacun connaît son rôle sur la route, si chacun connaît quand même sa place sur la route, je crois qu'il n'y aura pas de problème.
si on se connaît, on sait qu'il y a les lignes qui sont tracées. Et donc, si chacun maîtrise sa Voilà, ligne... il y a ce problème que nous n'arrivons pas à régler. Vient s'ajouter le Oui, problème de oui, j'en viens. D'accord. Vous voyez, parce que tout ça là, ça fait partie de la circulation. Ok. Et donc, si chacun respecte quand même, c'est pourquoi je parle d'organisation. Si on se respecte sur la route, parce que en circulation aujourd'hui, il y a certains et les autres. Certains, Les uns, les autres. les uns les autres. C'est-à-dire que quand je parle de... Il y a quand même ceux qui maîtrisent la circulation, ceux qui s'y connaissent un peu dans la circulation, et les autres. Et les autres sont de ces gens-là, chacun monte sur son engin et puis qui commence par rouler. On va pas conduire. Vous voyez? Et donc, ça, ce sont les autres. Mes parents m'ont laissé un demi quelque part. Et donc, voilà, je vends et puis j'achète une voiture, j'achète une moto, je monte dessus sans aller donc à l'école du code de la route. Vous voyez un peu. Maintenant, l'école du code de la route vous enseigne tout sur les règles de la circulation, y compris le téléphone au volant et le téléphone à moto. Vous êtes une moto, la moto, normalement, c'est un guidon. Le guidon se tient solidement donc par les deux mains. Maintenant, aujourd'hui, ben là, vous laissez... Il n'y a pas que ceux qui sont en moto. Hein. Mais je parle de... Ceux qui sont à vélo, eux là. Bon, oui, mais ici, on s'en dit quelqu'un qui est sur son vélo. Alors que quand il y a quand même un petit bousculade, c'est fini, tu tombes. Donc à ce quand niveau, tu es à moto et à vélo, carrosserie, tout. et ça se passe partout, hein, ça se passe dans tout le pays, on dira. Dans nos rues, c'est comme ça. Tu vas voir quand même le conducteur de moto. Voilà, d'abord le téléphone dans sa poche. Il va faire comme des gymnastiques pour sortir, pour enlever donc ce téléphone-là de la poche. Et il vérifie d'abord l'appelant, celui qui l'appelle. Et voilà, voir s'il va prendre. Et aujourd'hui, la mode, c'est de prolonger donc le téléphone dans son casque et tout. Vous voyez un peu, tous ces gymnastiques avant de décrocher l'appel, déjà, ça fait que tu es démoralisé, c'est que tu es déconcentré. Tu es déconcentré parce que des fois, il y a des appels qui démoralisent. Il y a des appels, quand tu les reçois, parce qu'on t'annonce peut-être une mauvaise nouvelle, par exemple, un décès, une maladie d'un de tes proches, de tes enfants et tout. Ta copine peut rompre. Voilà. Et donc ça aussi, et ça fait que ça crée vraiment assez d'incidents. Parmi les nombreux cas d'accidents de nos routes, sur nos routes et tout, vous allez voir que les cas de téléphone au volant sont énormes également là-dedans. Et donc, nous pensons tout simplement que on doit sévir. Et qui doit sévir, c'est la règle. Tout à l'heure, alors Stan, le téléphone au guidon, au volant, maintenant, ce n'est plus recevoir juste les appels. Hein. Bon, juste recevoir les appels, c'est grave. Mais je trouve que c'est mieux par rapport à envoyer des messages. Imaginez, s'écrire des messages, c'est faire ci, faire ça, alors que les accidents, ça ne prévient pas, ça peut arriver à tout moment. Oui, effectivement, c'est malheureusement ce que nous constatons sur nos routes, dans nos rues, dans la ville, etc. Tout récemment, j'ai croisé un jeune, on était enroulés ensemble. Je le voyais écouter un message vocal sur WhatsApp. Et en même temps, nous étions arrivés à un feu rouge. Au lieu de ranger son téléphone, il le tient en main et tient le guidon avec. Et quand le feu vert s'est allumé, à ma grande surprise, il a toujours gardé le téléphone en main et ne continue pas à rouler comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut reprendre son téléphone et continuer par écouter bien, écrire des messages dans WhatsApp comme il veut, quoi, sur la route. C'est une route bitumée, on ne parle pas de rue, hein, de quartier, une route. J'ai vu la scène, j'avoue que sur la route, je n'en revenais pas. Je ne croyais pas comment un jeune peut se permettre de se sacrifier, pas sacrifier, mais bon, d'exposer sa vie comme ça.
Malheureusement, ce Si sont c'est des faits. seulement sa vie, moi, des fois, ça ne me dérange pas. Et celle Mais des autres. la vie des autres. Voilà. Parce que moi, je me dis peut-être que votre vie n'est pas si importante. Alors, On est au moins, venu en préserver détail. celle des Préserver la vie des autres, au moins. C'est ce qu'on constate malheureusement sur nos routes, même dans les quartiers. Les gens le font. Et en plus, ils roulent à vivre à l'heure. Je ne sais pas, Abel l'a dit tout à l'heure, ce qui manque pour moi, c'est aussi le Sévir manque ou bien de respect. le manque de des respect codes. envers. Parce que ce fait, il y en a chez ceux qui conduisent la moto, il y a également des responsables qui sont à voiture. Vous les voyez dans leur bagnole et puis On ils en font parle. WhatsApp. Ceux-là, est-ce qu'on va dire que ceux-là aussi ne maîtrisent pas le code de la route? Ça veut dire qu'à un moment donné, les gens sont conscients. Les gens connaissent le code, mais le respect de ce code-là, c'est ce qui manque. Le désordre, c'est-à-dire que l'Africain, on a tout, mais ce qui nous manque, c'est le respect de l'ordre, le respect des codes. Ce qui fait que tout le monde se permet ce qui est interdit. Et parfois, ça nous cause Vous voyez quelqu'un qui s'arrête. Le phénomène s'est produit la dernière fois à Sillé, ici. La jeune fille était à moto, mais elle était stationnée. Le monsieur avait le téléphone, il recevait un appel. Et la jeune fille était stationnée, le feu était au rouge, le monsieur est venu la cogner. Elle était stationnée, le danger était venu de derrière. Innocente, qui paie comme ça, bon, mais si on ne paie pas la vie... Les conducteurs de Zim ont voulu lui faire la peau. Moi j'étais parti, je ne sais plus si ça a été fait ou pas. Fini. C'est malheureusement ce que nous constatons. Je pense qu'il faut qu'on commence par sévir. Je ne sais pas s'il faut mettre en place un numéro vert pour qu'on puisse dénoncer dès qu'on voit un cas pareil. Alors, je reviens à vous par rapport à ça. Abel, par rapport à la punition qu'il faut donner à ces personnes-là. On avait parlé de radar. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce qu'il n'y a pas les forces de sécurité dans tous nos carrefours ou bien sur toutes les voies. Mais le phénomène se passe sur pratiquement toutes les voies. Et il y a des gens qui laissent leur vie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, je crois que dans un premier temps, on doit faire quand même recours au test et à la loi. Que dit la loi dans ce cas de situation? La loi, à ce que je sache, prévoit une sanction de 5 000 francs lorsque on te surprend au volant en train de téléphoner ou... Il faudrait surprendre la personne d'abord. Oui, bon, c'est d'abord, on parle quand même du principe. En tout cas, on parle quand même de ce que dit la loi pour venir quand même à des propositions de ce qui doit être fait aujourd'hui au niveau quand même de la masse. Donc, c'est 5 000 francs avec possibilité de retrait de permis. Voilà, pour ceux qui en ont naturellement. J'imagine un peu les conducteurs de taxi, moto mais aujourd'hui, non, les conducteurs d'engins en dos. Oui. Donc aujourd'hui, par exemple, oui, mais vous savez qu'on en vient, nous sommes en train d'arriver vers cette règle-là, cette réglementation où tous les conducteurs, que ce soit 2 roues, 3 roues, 4 roues et tout, doivent quand même avoir leur permis de conduire. Et donc je crois qu'à ce niveau également, on va quand même arriver. Et donc, veut dire que tu as ton permis, tu roules, et puis on te surprend en train de téléphoner au volant, ou bien ta moto, bien sûr, ton tricycle, on te flanque quand même cette amende-là de 5 000 francs et que tu payes et avec possibilité du retrait de permis. Donc, je veux dire, ailleurs, c'est ce qui se fait. Quand on retire ton permis, ça veut dire que voilà, tu par exemple, si nous prenons l'exemple de la France, par exemple, je crois c'est 135 €. C'est 135 € lorsqu'on te surprend en train de téléphoner au volant. Vous voyez un peu la fortune que ça fait si on te surprend 2-3 fois. Et avec un retrait de 3 points, puisque 3 points sur ton permis et tout. Vous voyez. Donc, je crois que la loi togolaise également doit statuer là-dessus. En tout cas, doit être vraiment... on doit être regardant sur ce côté de la chose. Et pour freiner un peu le phénomène, si 1, 2, 3 personnes sont quand même sanctionnées, et aujourd'hui, nous sommes quand même
à l'ère d'éthique, des réseaux sociaux et tout, tous les services étatiques sont connectés aux réseaux sociaux, les services de sécurité sont connectés aux réseaux sociaux, il y a des informations que la police publie donc sur les réseaux sociaux, il y a des informations que la gendarmerie publie sur les réseaux sociaux, ADSR qui veille quand même à la réglementation donc de la circulation. Il y a la brigade motorisée, la BM également donc ils ont quand même leurs canaux de communication, et donc il faut quand même à un moment donné publier ces genres d'informations pour éveiller la conscience des uns et des autres sur publier, oui, mais pas une seule fois, hein. Oui, je dis pas une seule fois, c'est-à-dire que publier régulièrement, ou peut-être chaque semaine, publier ceux qui ont été quand même sanctionnés. Mais si tant est que la loi ne l'ordonne pas, il faut quand même légiférer là-dessus, il faut quand même proposer des lois à l'Assemblée nationale et qu'on vote cette loi-là pour que les citoyens ne se sentent pas exposés, vous voyez un peu, parce qu'il y a également ce qu'on appelle le droit à l'image, etc. Donc le policier, quoi qu'il soit une autorité judiciaire, ne peut pas publier des images sans... Vous voyez un peu ce que je voudrais dire. Donc à ce niveau, si la loi n'autorise pas donc les autorités judiciaires à le faire, il faut aujourd'hui voter une loi dans ce sens-là, pour que après une semaine de travail sur le terrain, que la police publie ce qui a été arrêté. Que tu sois ministre, que tu sois directeur de société, que tu sois telle autorité, qu'on publie quand même. Vous pensez que... Ben mais si la loi, si c'est ce que... C'est pourquoi au départ... Oui, c'est pourquoi au départ, j'ai parlé de quoi? Nous avons tout, mais sauf l'organisation et le respect des règles. Mais si je suis autorité aujourd'hui et que je manipule le citoyen, je manipule donc le policier, le gendarme, avec mon titre de directeur. Qui va manipuler. Je dis, voilà, et sur le route, un citoyen qui veut manipuler. Mais si tu le fais aujourd'hui, mais c'est, je crois que ça va agir naturellement, d'abord sur toi, sur ta communauté. C'est de ça qu'il est question. Donc c'est pourquoi je parlais au départ de l'organisation. Si nous sommes bien organisés, on va quand même finir avec ça. Si aujourd'hui, la police ou bien la gendarmerie a quand même les autorisations nécessaires, protégées par la loi, pour publier ce que nous sommes en train de proposer, c'est de publier ces informations. Si c'est moi, Abel Zindodi, et qu'on surprend au volant en train de téléphoner et que la loi l'autorise, à la fin de session, bien de semaine, on publie les résultats des enquêtes du travail fait sur le terrain. Donc ça va quand même réveiller quand même ceux qui sont dans l'attente de le faire, mais ceux qui ont cette habitude-là, qui n'ont pas été encore surpris, vous voyez un peu. Donc c'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas dire, puisque la loi n'est pas quand même faite pour certaines personnes. C'est pour tout le monde. La loi, elle est faite pour tout. Donc je crois que à ce niveau, on ne doit pas faire quand même une politique de 2 poids, 2 mesures. Vous voyez un peu. Donc et on doit quand même au-delà quand même des 5 000 francs, au-delà du retrait du permis. Il faut quand même qu'on arrive à sensibiliser à travers la publication, ou alors donner quand même l'autorisation. Tiennent quand même à leur honneur. À leur honneur, vous voyez un peu. Et donc quand on va publier, le téléphone au volant, on dit que c'est toi, telle personne qu'on a surpris en train de téléphoner au volant, tes enfants sont là, on te voit. Demain, tu ne pourras plus. Parce que tu peux garer ton engin et prendre et recevoir donc cet appel-là qui ne va peut-être pas durer 30 secondes, 1 minute. Alors, Sam, quelle proposition de sanction faites-vous à votre niveau? D'abord, moi, je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. Sensibiliser sur tous les plans, que ce soit dans les médias, que ce soit dans les écoles, etc. Continuer à sensibiliser. Pour que même les tout petits qui arrivent, outre ces pratiques, ces mauvaises pratiques-là de leur tête, qu'ils sachent que sur la route, ce qui est permis, c'est la vigilance sur les engins. Quand on est sur les engins, on ne peut faire autre chose que être vigilant quand on conduit. Parce que moindre distraction
ça peut vous coûter la Tout vie. peut arriver à Ça tout peut moment. coûter la vie à quelqu'un d'autre. Donc, on doit continuer à sensibiliser, même dans les écoles. Continuer à accentuer la sensibilisation aussi sur les médias, etc. Donc, je pense que d'abord, ça va commencer par là. Maintenant, s'il faut, je disais tout à l'heure, s'il faut mettre sur place un numéro vert pour dénoncer, pour qu'on puisse dénoncer ceux qui sont adeptes de ces pratiques-là. Quand on Une voit chose est de quelqu'un- dénoncer, l'autre chose est de sanctionner. Voilà. Si on dénonce, c'est que quand on dénonce à la police ou à la gendarmerie, c'est que en retour, on attend que cette personne soit sanctionnée. C'est pourquoi je parle d'un numéro vert qui pourra permettre aux gens de dénoncer chaque fois qu'on surprend quelqu'un en train de commettre de ces genres d'actions. Maintenant que ailleurs, dans les quartiers, partout, on a des policiers quand même à chaque point. Et moins de choses, vous commettez, vous roulez à vue à l'œil. Tout à l'heure, un policier sortira de nulle part pour vous verbaliser. Ce qui n'est pas le cas ici. Je pense qu'à un moment donné, si ça se fait ailleurs et que par là, les gens ont réussi à maintenir une certaine régularité, je pense qu'à un moment donné, chez nous aussi, il faut qu'on pense à ça. Aujourd'hui, la chance est que dans nos quartiers, quand je prends le mien par exemple, dans nos quartiers, on a la chance d'avoir des commissariats qui se multiplient. Je pense que C'est dans toutes les communes maintenant. voilà, donc ça veut dire que ça c'est déjà une bonne chose. À partir de là, il faut qu'on arrive à déployer souvent. Ce n'est pas seulement quand il faut contrôler le port de casque qu'on doit voir les policiers dans les quartiers. Il faut qu'on arrive à ça. Parce que, bon, c'est vrai que nos quartiers n'ont pas de routes bitumées pour l'instant, mais il faut quand même qu'on arrive à ça pour que les gens qu'on puisse dissuader les gens. Si quelqu'un sait que si je pose un tel acte, arrivé à 100 mètres, on va me coincer, on va me verbaliser, on va me retarder, il va être dans les normes. Il ne va pas se permettre de commettre certaines bêtises, comme prendre l'appel au volant, prendre l'appel au téléphone quand il roule. Quand il est en train de conduire sa moto. Enfin, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrive à ça aussi. Il faut qu'on passe à ça aussi. Et je pense que, comme Abel a dit, Abel, pour vous, c'est aussi une solution. Si tu te vois publier sur les réseaux sociaux parce que tu as commis un tel acte. Demain, Non, pas forcément sur les réseaux sociaux, peut-être oui, sur mais les chaînes nationales. Même si c'est dans ton groupe qu'on publie. Ah ben oui. Nous, les médias publics et privés, on peut dupliquer, on peut relayer. On relaie. On peut relayer. Et ça, si tu vois ton nom dans les médias comme ça, disant que bon, tu as posé un tel acte, demain ça te fera réfléchir, tu ne commettras plus de ce genre d'actes. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on sanctionne. Maintenant, sur le terrain, c'est-à-dire que quand on surprend quelqu'un, c'est-à-dire que Il faut éviter il faut les mecs qui se donnent en coulisses. Il faut oui, éviter. mais je pense qu'il faut, ce n'est pas que les mecs se donnent, mais c'est-à-dire que il faut appliquer, si c'est une somme qu'on doit retirer, pas de manière... Justement, si on est on oublie les échanges de mains. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Oui, si. Les raquettes, etc. Non, moi je n'ai pas parlé de raquettes. Les petits gestes qu'on fait souvent aux forces de l'ordre, etc. Ça, je crois qu'on va prendre la somme réelle. Si c'est 100 000, la personne paie les 100 000. Si la personne n'a pas les 100 000, on garde son engin. Quand vous aurez trouvé les 100 000, vous venez retirer votre engin avec pénalité. C'est clair. Comme quand on instituait le port de casque à tout le monde, on t'arrête, tu n'as pas de casque, on prend quand même l'engin, on va là où on peut aller avec, tu vas là-bas. Même aujourd'hui, à certains carrefours, il y a de ces forces de l'ordre qui sortent par moment. Oui. Quand on te prend, tu violes le feu, c'est qu'il y a une voiture qui vient après ramasser les motos. Ouais. Quand vous allez, vous voyez l'état dans lequel se trouvent ces motos. Ouais. Plus jamais vous n'allez... Je pense que si on est arrivé à faire en sorte que tout le monde porte le casque,
on peut arriver à mettre, mettre fin à ça. mettre les gens dans Parce le que rang. c'est la vie des C'est citoyens faisable. qui est Si en danger. les forces d'ordre s'y mettent, ils peuvent arriver. Merci à vous Stan, merci à Abel. Autre sujet. Dans cette émission, nous allons parler du feuilleton du parti politique, le NET, qui se poursuit avec un communiqué du parti qui a annoncé la tenue d'un congrès électif le 24 août, c'est-à-dire samedi prochain. Hier, Jerry Tama a fait un post dans lequel il a expliqué un certain nombre de choses sur sa page Facebook et surtout par rapport au statut de ce parti politique. Avec vous, on avait discuté ici de la démission, pas de la démission, hein, mais de Jerry Tama qui disait se retirer de la scène politique. Aujourd'hui, avec ce feuilleton auquel nous assistons, je reste avec vous, Stan. Est-ce que nous allons au déclin d'un autre parti politique avec ce qui se passe là? En tout cas, ça commence toujours comme ça. Hein? Oui, c'est visiblement ce que nous constatons. Ça a été le cas avec le CAR. Le CAR a été le feuilleton, ce même feuilleton a été réalisé au CAR. Ça a voulu être réalisé également à l'UFC, sauf qu'eux, ils sont toujours en cours, ils sont toujours en train de régler. Et je pense que ce qui est arrivé au cas, là où le cas est aujourd'hui, nous le savons. Et donc, le parti est toujours là. Le parti est là, mais avec quel poids encore? Avec qui? Il y a un an aujourd'hui qui se réclame de... Il y a toujours des clans qui s'opposent. Il y en a même qui se retrouvent. Il y a des gens, des cadres hein, qui ont quitté carrément le parti. Le parti à quel point aujourd'hui? C'est finalement, c'est malheureusement ce que nous risquons de voir également au niveau du net, parce que ce qui se trame là-bas est tout simplement incompréhensible. Il y a deux camps qui s'opposent. D'un côté, il y a le camp de Jerry Tama qui, à un moment donné, après les élections législatives, qui s'est retiré carrément de la politique, qui a laissé le bureau à un bureau intérimaire. 3 mois après, il revient, disant qu'il va reprendre le parti. C'est ce qu'on nous a fait comprendre. Et d'un autre côté, il y a le clan du président intérimaire, je parle de Jules Amine, qui aussi ne veut pas céder parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas quitter, on ne peut pas lui-même prendre une décision de quitter le parti, bon, démissionner et revenir quitter la politique, démissionner, bon, laisser le parti comme ça, et d'un jour à l'autre revenir comme si de rien n'était. C'est incompréhensible. C'est ce que le camp Amim ne veut pas, en tout cas, ne veut pas se laisser faire. Et je pense qu'actuellement, il y a les deux camps qui s'affrontent. Et un congrès se profile à l'horizon dans, je pense, 5 ou 6 jours. Le 24. Oui, le 24, c'est dans 4 jours. C'est samedi. C'est samedi 24, dans 4 jours. Il y aura un congrès. Un congrès, et ce n'est pas un congrès, il y aura 2 congrès. Est-ce qu'on a la certitude qu'il y aura le congrès? Donc, moi, j'ai eu la chance de discuter avec les 2 camps hier. D'accord. Et il y a le camp directement qui fait comprendre que non, directement ne revient pas pour reprendre le parti, mais il est revenu pour corriger le désordre qui s'est installé après son départ. Parce que selon son poste, normalement, après son départ, 1 mois après, il devait avoir un congrès pour élire un bureau. Voilà. Maintenant, même si c'est comme ça, le fait qu'il quitte et revient, ça déjà pose problème. Maintenant, on dit qu'il revient, maintenant, ce n'est pas pour reprendre le parti, normalement, mais pour corriger, pour jouer le rôle d'arbitre, pour conduire le parti à un congrès. C'est ce qu'il est revenu faire. Après le congrès, ça dit qu'après le congrès, lui, il se retire. Selon les informations, il ne se positionnera même pas comme candidat. Maintenant,
Alors, de l'autre côté, au niveau de Abim, j'ai discuté également avec lui hier. Il me faisait comprendre que la démarche n'est pas la bonne au niveau du camp Tama. Et donc, eux, ils prévoient un congrès sur le 24. C'est-à-dire qu'il y aura un congrès pour les deux camps. À deux endroits. Le seul parti. Le seul parti. Les deux camps sont en congrès le même jour. Le ministère de l'administration territoriale reconnaît lequel. Voilà. Selon des camps. mes informations, celui qui est reconnu actuellement au niveau de l'administration territoriale, c'est toujours directement. C'est là où. Puisqu'il dit qu'il n'a pas envoyé de démission au niveau de. Voilà. Non, c'est que normalement, celui qui doit être reconnu par l'État, c'est le camp directement. Maintenant, le jour-là, est-ce que l'État permettra que les deux congrès soient lieu? Mais est-ce que le courrier qu'il avait envoyé au parti pour dire qu'il quittait la position et la politique, est-ce que ce courrier-là ne va pas agir à la faveur de l'autre camp? C'est là où on doit faire recours au test du parti, ce que nous ne maîtrisons pas pour le moment. Si le test... Puisqu'apparemment c'est seul Tama qui maîtrise les tests du parti. Voilà, et selon parce que lui il passe selon les tests du parti. Voilà, c'est ça le problème actuellement. Je pense que le feuilleton, contrairement à ce que les gens font croire sur la toile, le feuilleton est intact. Rien n'est réglé, il y a les deux camps qui s'opposent. Non, le feuilleton continue. Le feuilleton continue, je veux dire, il faut continuer. Les deux camps qui s'affrontent. On aura deux congrès de deux camps dans un même parti le 24. Et on verra celui on espère, on ne sait jamais, peut-être d'ici la fin de cette émission. On verra celui qui aura l'aval de l'État, du gouvernement, pour organiser donc ce congrès le 24. Alors, Abel, feuilleton, parti politique net, et non, feuilleton responsable du parti politique le net. On va le dire comme ça. Bon, j'ai suivi Stan qui a fait quand même un travail de SAP, un travail de couloir pour comprendre mieux la situation. Parce que, bon, honnêtement, je n'ai pas fait parce que je ne maîtrise pas trop les contours de cette guéguerre entre ces responsables de parti, le net. Mais au vu de tout ce qui ce que eux-mêmes viennent nous dire. Voilà, nous dire et tout. Moi, j'ai échangé avec certaines personnes sur cette situation du net, là où Stan a chuté pour dire que le responsable aujourd'hui, le président reconnu par l'autorité, l'administration territoriale, c'est Djeri Tama. C'est ce que j'ai, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Ça voudra dire que au sein de nos associations, c'est le respect des tests qui pose encore problème. Et ici, le parti politique, le net, ceux qui tirent aujourd'hui sur la ficelle, ceux qui s'accrochent aujourd'hui au net et tout, est-ce qu'ils ont la certitude d'avoir toutes les garanties de tenir dans cette guerre, cette guerre? Voyez un peu. Non, je ne pense pas, parce que un parti politique en tout cas a ses règles, ses statuts. Et l'État reconnaît quand même la légitimité des dirigeants de chaque association. Je suis président d'association. Et aujourd'hui, du moment où nous n'avons pas organisé une assemblée générale élective et nommant d'autres membres du bureau, d'autres responsables, mais je demeure président de mon association, de l'association, de notre association. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, Djeri Tama demeure président du net. C'est là où le piège se situe. Vous voyez un peu, c'est là où se situe les responsables des partis politiques jouent avec ils jouent avec les autres. Oui, parce que les autres membres, apparemment, seuls eux détiennent quand même ce secret-là, le fond du problème. Des tests. Voilà, des tests. Et puis Djeri Tama, en quittant le 12 mai 2024, en faisant cette déclaration, bah, il peut quand même revenir sur sa décision.
Ce n'est pas interdit, ce n'est pas exclu. Vous voyez un peu. Dire une chose, ok, nous sommes en politique, il dit, ben, je ne veux plus m'ingérer dans les affaires politiques. 2 jours après, il me dit bah, au vu de tel conseil, telle proposition, telle ou telle situation, bon, je reviens sur ma décision. C'est possible. Ce n'est pas interdit, ce n'est pas exclu. Et maintenant, pour que cela ne soit plus à l'avantage de Djeri Tama, il faudrait que le camp de Jules Amim et de Alassani Rabiou fasse vraiment rapidement les choses, se précipite pour organiser le congrès, puisque Djeri Tama en quittant en mai, eh ben, il y a quand même au moins 2-3 mois qui ont il a dit hier dans son poste que s'ils avaient organisé le congrès électif en juin, par exemple, aujourd'hui, rien ne se passerait. Vous voyez un peu, ils ont laissé Djeri Tama en tout cas, garder toujours son nom au ministère de l'administration territoriale sur le récépissé, puisque aujourd'hui, le ministre ne viendra pas voir ce que Djeri Tama a dit. Hein. Ce qu'il a dit n'engage que lui. Et les tests disent quoi? Est-ce qu'il a dit je démissionne? Même s'il écrivait une note de démission, ça ne résout pas le problème, ça ne résout pas le problème. Vous voyez un peu là où le problème se situe. Et donc aujourd'hui, non, c'est clair que quand nous sommes avec des gens, nous sommes en politique, nous sommes dans la vie sociale et tout, mais il faut maîtriser les règles. Il faut prendre les gens, comme on dit au mot. Aujourd'hui, Djeri Tama est parti. Vous n'avez pas organisé une AG élective pour élire un nouveau bureau. Vous devez le faire et envoyer la liste des membres du bureau au ministère de l'administration territoriale avec le procès verbal à l'appui. Et voilà, ça règle tout. Mais aujourd'hui, le ministre n'a rien. Mais là, vous allez lui dire que il a dit, s'il a démissionné, il a écrit sur Facebook. Il a écrit sur Facebook, c'est quoi le problème? Est-ce que c'est sur Facebook que vous avez reçu le récépissé? Vous avez le récépissé de l'association auprès du ministère de l'administration territoriale en lui expliquant quand même les situations, ce que vous avez fait, ce que vous voulez faire. Vous voyez un peu. Et donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas retourner vers le ministre de l'autorité pour lui dire qu'il a démissionné sur Facebook. Au vu de tout ceci aujourd'hui, est-ce qu'il faut se lever aujourd'hui, juste dire que je suis membre de tel parti politique, je fais partie de tel parti politique, sans connaître les tests? Parce qu'au finish, quand il y a des soucis au finish, seuls les tests de ces partis politiques rattrapent les personnes. Oui, ça rejoint quand même ce que je disais à l'entame donc de cette émission, l'organisation. Mais les gens sont dans l'euphorie, on le dit, membre de parti politique, qui dit oui, je suis membre de tel parti politique sans connaître les tests. Et je voudrais quand même paraphraser ce grand homme, le général Soumarou Nyonfam, qui disait que quand on vient dans une institution, la première des choses à savoir bien, à connaître, c'est les tests. La première des choses à faire, c'est de connaître les tests qui régissent le fonctionnement de l'institution. Vous voyez un peu. Donc c'est clair comme ça. Donc aujourd'hui, moi, sans connaître ce qu'ils font, Jules Amim, Djeri Tama, etc., je ne les maîtrise pas. Mais au vu de ça là, et par rapport à ma petite connaissance de la chose, le congrès du 24, le seul congrès qui devrait avoir lieu le 24, c'est celui organisé par Djeri Tama. Vous voyez un peu. Ça c'est clair comme ça. À moins qu'il décide de ne plus le faire, à moins que les autres reviennent donc à de meilleurs sentiments, à moins que c'est lui qui décide d'aller vers les autres pour que ça soit un seul congrès. Sinon 2 congrès, il y a ma foi un congrès illégal et un autre congrès qui sera vraiment illégal pour moi. Non mais illégal parce que selon les tests. Si nous, à moins qu'il nous explique, en tout cas qu'il nous donne quand même l'avis contraire. Vous voyez un peu. Donc c'est clair comme ça. Et de ce fait, je crois que c'est un feuilleton qui... Désolé, mais les tests vont parler. Oui, les tests vont parler. Et donc je vous dis que... Les tests ont déjà la même situation s'est posée également avec le parti politique MPL, Mouvement... du peuple pour la liberté du professeur Adjamabo, où quand
le problème a surgi, c'est le camp de Julinho Olympio, qui était comme le secrétaire général du parti, qui a voulu donc prendre la tête du parti, c'est un truc pareil. Et au final, quand l'affaire a été portée devant les tribunaux, ben, c'est le camp de Adjamagbo, puisque il demeure président. Il demeure président au niveau du ministère de l'administration territoriale. Espoir 47 vous propose à partir du mois de septembre de nouvelles séries telles que Un amour sans limite. Elle m'a dit que tu ne voulais absolument pas qu'elle se marie. C'est ma fille. Trahison. Te va très bien. Mais ça me plairait encore plus si tu l'enlevais. Sortez d'ici ou je crie. Tu ne vas rien faire du tout parce que sinon je te vire de cette maison, tu comprends? Hein? Non, lâchez-moi. Tais-toi. Amour secret. Très proche. Je ne peux pas continuer à nier la réalité de nos sentiments. C'est la femme parfaite. Et Test of Love. Ok, allez. Viens. Marche, marche, marche. Tu vois? Regarde ça. Ta tante a tiré le gros lot avec ça. Presque. Passez d'agréables moments devant vos postes téléviseurs à partir de septembre 2024. Espoir 47, votre chaîne de proximité. Les rediriger, qui va les amener à reporter encore ce meeting, bien à l'interdit carrément. Donc c'est un article que nous avons écrit pour arrêter les organisateurs et leur dire que bon, il ferait mieux de même analyser les lieux qu'ils choisissent quand ils veulent faire ce genre de manifestations, etc. Donc c'est un article que nous avons écrit hier pour alerter en tout cas les organisateurs. Pour qu'on ne le dise pas à tout moment, voilà, nous avons organisé telle activité qui n'a pas eu lieu. Voilà. Il faut déjà anticiper, prendre le dessus. anticiper vous-même en avez conscience, vous voyez. Mais eux aussi, ils organisent les activités pour que ça ait d'ampleur. Voilà, le fait que Tout le monde choisit le lieu qui l'aide ou bien qui l'avantage. À passer le message. Maintenant que vous choisissez, je prends l'exemple d'Argogne, vous choisissez cet endroit et on vous interdit l'accès à l'endroit et l'événement n'a pas eu lieu. Finalement, c'est ce que vous voulez. Je pense que c'est là où nous interpellons les amateurs pour qu'ils puissent bien réfléchir aux différents endroits, aux concepts, etc. pour que leur événement ne puisse pas être à chaque moment être reporté, signalé, etc. Alors, autre une, c'est Gakokwe.tg. Il va d'abord m'expliquer le nom du tournoi. Abdou, est-ce qu'on peut avoir, voilà, Gakokwe.tg, tournoi Fraternité Ghetto. La fondation Fadi crée le spectacle. D'abord, le nom du tournoi. Pourquoi tournoi Fraternité Ghetto? Oui, ben pourquoi? C'est pour les gens de ghetto? Oui, c'est pour les gens du ghetto. Pourquoi Fraternité Ghetto? Bon, je ne suis pas organisateur pour, en tout cas l'initiateur, mais en tant que média. Non, dites-moi, ça se joue dans un ghetto? Non, ça ne se joue pas dans un ghetto, mais ce sont les gens du ghetto, les jeunes du ghetto qui jouent. Les jeunes du ghetto, quand on parle du ghetto chez nous, c'est ces endroits où il y a beaucoup plus en tout cas de la dépravation, on dira. Et il y a des fumeurs de la drogue, et il faut quand même le dire. Il y a tout. Il y a tout dans le ghetto. Quand on parle du ghetto, c'est tout mélangé. Et donc, c'est des enfants de rue, c'est des enfants abandonnés, c'est des enfants qui... voilà, et il y a des enfants même qui fuguent. Hein, qui fuient, voilà, qui fuient donc leur maison pour aller rester donc dans ces endroits. Et donc, la fondation Fadi... ou bien cette fondation-là œuvre pour la réinsertion de ces personnes-là, parce que je ne comprends pas. Oui, ça aussi, parce que selon donc ce qu'on nous a expliqué par rapport à ce projet, nous avions quand même interviewé le chargé de la communication de la Fondation Fadi. Fondation Fadi, c'est Fondation Afrique Développement International.
Et donc, le chargé de la communication qui, en tout cas, que les internautes, les lecteurs peuvent découvrir donc sur le site www.gakogwe.tg, Eugène Atigan. Il a dit que Fondation Fadi intervient dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, santé, environnement, et puis beaucoup plus la bonne gouvernance et tout. Et donc, vous voyez, c'est sur le volet éducation que ce projet est initié, et ils veulent quand même rassembler ces jeunes-là, parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas parler de développement, puisque Fondation Fadi, c'est développement, c'est le développement avant tout. Et donc, ils ne peuvent pas parler du développement en mettant de côté certaines, en tout cas une couche de la société. Parce que ces jeunes-là font partie de la société et on ne peut pas les abandonner, parce qu'il y en a parmi eux qui ne sont pas dans les ghettos par plaisir. C'est par quand même la force des choses que certains d'entre eux sont retrouvés dans les ghettos. Et donc du coup, on doit quand même les sortir du ghetto, leur proposer en tout cas, les écouter et puis leur demander déjà, selon ce qu'ils nous ont fait comprendre, il y a quand même plus d'une centaine de jeunes déjà à travers ce projet et qui ont donné leur nom pour sortir du ghetto et aller en apprentissage et en formation. Quand on finit d'organiser le tournoi, à la fin on leur donne les trophées, chacun retourne dans son gang. Non, oui, c'est ce que je dis. Et que déjà, avant quand même le démarrage, le tout, la prospection, les démarches donc préparatoires naturellement d'avant compétition ont permis aux organisateurs d'avoir une centaine de jeunes qui veulent déjà sortir du ghetto et qui veulent donc aller en apprentissage, en formation pour sortir du ghetto et retrouver donc la vie normale et tout. Donc c'est à travers ce projet. Donc le tournoi de football est pour les organisateurs un canal juste de rassemblement de ces jeunes-là. Et voilà, et afin de leur permettre naturellement de s'exprimer et d'être au contact de la masse. Et donc le lancement de ce tournoi a eu lieu le samedi 10 août dernier au stade de la JC à Gouenivé, où les 24 ghettos qui vont participer donc à la compétition se sont retrouvés pour un défilé. Tu vas aller voir, c'est des jeunes de ghetto qui sont là, qui ont fait le terrain là. Ils n'ont pas sur le terrain. Non, oui, nous-mêmes, étant sur place, on a dû inhaler pas mal d'odeurs de fumée. Et si d'un seul coup, il y a eu une descente là-bas? Une descente policière. Bon, vous savez que nous parlons d'un sujet très sensible. Bien sûr. Et je pense que en organisant ce projet, les organisateurs, les initiateurs ont vraiment osé. Et ils ont d'ailleurs pris toutes les dispositions nécessaires, parce que si on ne peut pas le leur interdire d'un seul coup, vous savez un peu, c'est des gens qui sont habitués. Il y en a qui ont fait 10 ans, plus de 15 ans dans les ghettos. Et donc, le sortir de là d'un seul coup, voilà. Et donc, vous voyez déjà parmi le lot, il y a déjà au moins, c'est ce nombre important qui décide aujourd'hui de sortir du ghetto. Vous voyez, c'est au moins 100 qui veulent sortir. Jusqu'à la fin du tournoi, peut-être c'est 500 personnes qui vont décider de quitter le ghetto pour venir pour retrouver la vie normale. Moi, je suis quand même un jeune sur TikTok. Il est camerounais, il s'appelle Noël Clinton. Vous pouvez quand même aller sur TikTok et taper son nom, Noël Clinton. Quand vous suivez donc son parcours, c'est un enfant du ghetto depuis 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, le gamin est rentré dans le ghetto. Il dormait dans les cimetières. Il a passé plus de 20 ans dans la rue. Et pendant ces 20 ans, il a fait 11 ans de prison. Parmi en tout cas dans les 20 ans, il a fait 11 ans de prison et il revient. Mais aujourd'hui, il s'est reconverti et on l'appelle aujourd'hui Noël le repenti sur TikTok, et il fait quand même des contenus pour sensibiliser les jeunes du ghetto. Il retourne dans le cimetière, dans les lieux de ghetto pour sensibiliser, leur dire que ce n'est pas une belle vie, ce n'est pas une bonne. Il est marié aujourd'hui et il a un enfant avec sa femme et tout. Vous voyez un peu. Donc si Noël Clinton, le Camerounais, le jeune Camerounais Noël le repenti, a pu quitter
ces lieux, les Togolais également peuvent quitter. Et donc, on ne peut pas dire, ils sont dans les ghettos, les abandonner. Il faut les abandonner parce qu'il y en a parmi eux qui peuvent revenir et aider quand même au développement de ce pays. Le tournoi va durer 3 mois selon les informations. Et donc, le lancement effectué le samedi 10 août, c'était quand même un match d'exhibition entre une sélection des ghettos d'Aguenivé, de la préfecture d'Aguenivé et la sélection des ghettos donc, de la préfecture du Golfe. Donc, c'est le Golfe qui a gagné 1-0. Vous savez, ils ont joué, et donc, oui, ça fait 0 but partout, et puis ça, voilà, c'est un seul but marqué sur penalty au cours du jeu, naturellement. Et donc, le tournoi va durer 3 mois. Et il y aura 8 équipes des ghettos de Aguenivé qui vont évoluer, et également du côté du Golfe, ça fait 16 équipes qui vont, et voilà, ça fera 24 équipes en tout et pour tout pour la compétition. Merci, donc merci, voilà ce Abel, que nous avions proposé à nos lecteurs. Du tout, merci. Stan, merci d'avoir participé à cette émission. Abel, merci pour l'invitation. Merci à vous aussi. Voilà. Votre sujet m'a tellement intéressé. J'espère que d'ici la fin de ce tournoi, j'aurai la possibilité de rencontrer les organisateurs. Oui, voilà. C'est vraiment important. Oui, beaucoup plus important de rencontrer les organisations parce que c'est un sujet d'ordre national. Hein, parce que ça peut arriver à tout le monde. On ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 10h. Au revoir.